Alors, ça, c'est le courrier de Mélanie. Ma chère Prune, je ne résiste pas à l'envie de t'écrire. Après l'émission en direct hier soir en 2 parties, je n'ai pas pu me connecter au chat mais j'étais présente. Sacré JC, quelle équipe! Quel plaisir surtout de t'entendre. Depuis quelque temps, c'est le vide. J'ai beaucoup de mal à trouver du contenu qui me correspond depuis que tu es partie. Une impression de stagnation s'est saisie de moi. Cette impression est prégnante au niveau énergétique, car je me suis remise en question dans la demande à l'univers appelée aussi loi d'attraction. J'ai voulu stopper, ne voulant pas contracter et être redevable. J'ai souhaité, déployer ou manifester plutôt que demander, et n'ayant pas le mode d'emploi, j'ai bugué, entre guillemets, entrant dans une sorte de torpeur. Tiens, plutôt d'inertie comme tu dis, un passage nécessaire sans doute, après beaucoup d'informations et de dissonances avec les gens qui nous entourent. J'ai une impression de légèreté qui est là maintenant, ce début d'année. Les énergies de fin d'année ont été très lourdes pour moi. Je me sens bien maintenant, en confiance. Et puis là, comme je vais voir de temps en temps, si tu réapparais, pof, te voilà. Tu m'as manqué, je dois dire. Merci pour ta présence, ton énergie et ton émission d'hier soir, ça fait plaisir. Oui, tout est là aujourd'hui. Tout se mélange, tout est sous nos yeux. Comme tu as raison. Ce n'est pas un personnage, le Christ, l'antéchrist. C'est nous. Nous sommes ténèbres, nous sommes lumière, nous sommes ce que nous décidons d'être. Nous sommes ce que nous décidons d'incarner ici-bas, dans la matière, pour ce temps donné. Pour cette expérience qui n'est ni plus ni moins qu'une exploration, une version de nous-mêmes dans la matière. Tout ceci n'est qu'un jeu. Alors c'est écrit J-E et entre parenthèses U. Un jeu, moi je, et puis un jeu de jouer. Et à nouveau, quelque chose qu'il me faut vous transcrire, il y a écrit Jésus, avec entre parenthèses un I, jusqu'avant le dernier S, ça fait Jésus ou je suis, c'est le code que nous devons décrypter. Notre perception, notre compréhension de nous-mêmes. Pour évoluer, nous ne pouvons avoir une action sur la matière qu'en nous en détachant. Tout ici-bas est symbole. Tout ici-bas est paradoxe. Tous les paradoxes sont conciliables. Bonne nuit, chère Prune. À très vite. En effet, les paradoxes n'existent que pour le mental qui fonctionne selon la loi binaire des ordinateurs. Notre mental, je l'ai dit et je le répète, est une intelligence artificielle. Nous sommes déjà gouvernés par l'intelligence artificielle. Notre mental, notre cerveau gauche, mental, binaire, est une intelligence artificielle. Donc, comme il ne considère que ce qui est de son ressort, eh bien, il ne considère que ce qui est du ressort de l'intelligence mentale 0-1 et il ne prend pas en compte tout le reste qui tombe sous le coup des étiquettes diverses du style anomalie, paranormal, exception, etc. Mais nous sommes des êtres complets, enfin nous devrions en tout cas, puisque nous sommes également dotés d'un hémisphère droit. Pour parler biologie et anatomie, encore une fois, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais au moins ça aide à mettre des notions matérielles sur des idées qui peuvent paraître insaisissables. Donc nous avons cet hémisphère droit qui nous relie à ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est pas juste les prémonitions. Ah, j'ai eu l'intuition que... Non. Le fonctionnement intuitif est un fonctionnement non mental, non binaire, non 0-1, non noir et blanc. C'est les couleurs. En fait, le mental, ce serait les valeurs, valeurs de gris ou valeurs de bleu, bleu ciel, bleu moyen, bleu soutenu, bleu foncé, bleu nuit, noir. Ça, c'est les valeurs. Et les couleurs, ce serait le cerveau droit, du rouge, du bleu, du rose, de l'or. Ça, c'est pas une couleur qui est dans l'arc-en-ciel spécifiquement. Il n'y a pas que les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a aussi d'autres couleurs et d'autres types de couleurs, des couleurs qui se mélangent. En fait, notre cerveau droit fonctionne dans toutes les couleurs, dans tous les sens, dans toutes les dimensions. Et le mental binaire du cerveau gauche fonctionne dans une seule dimension, noir et blanc. Voilà, une seule dimension qui se décline, une droite qui n'est que dans une seule dimension se déploie en un plan
On a, disons, 2 dimensions. Un plan, c'est 2 dimensions. On peut dire hauteur-largeur, comme une feuille. Mais une feuille, elle existe aussi dans l'espace à 3 dimensions. Mais tout ça, ce ne sont que des constructions mentales. Et les dimensions qui dépassent de la 3e dimension sont inaccessibles au mental. Donc, comme elles sont inaccessibles au mental, pour quelqu'un qui fonctionne uniquement avec son mental, il va dire c'est pas possible d'imaginer autre chose que les 3 dimensions de notre monde. Bien sûr que si, c'est possible. Ça peut demander un effort, c'est sûr. Et bien sûr, nous ne pouvons avoir une action sur la matière qu'en nous détachant de la matière. C'est ce qu'on dit souvent, le soi, ou le je, ou le moi moi supérieur, peut tout mais ne veut rien. Le mental veut tout mais ne peut rien. Et nous devrions nous situer entre les deux, ce qui est très rarement le cas. Notre monde est le monde du mental, le monde des écrans et des ordinateurs est le monde du mental parce que le sens visuel est le sens le plus mental, le plus relié aux facultés intellectuelles liées au mental. Il y a d'autres facultés cognitives intellectuelles bien évidemment. Et le pur mental spéculatif fonctionne selon la loi binaire et nous sommes constamment stimulés par l'écrit, par l'oral aussi, constamment, par du discours et par du visuel. Ça stimule notre mental et notre part intuitive a besoin de temps, d'obscurité, donc pas tout le temps être stimulé. Quand vient la nuit, on devrait laisser les yeux évoluer dans l'obscurité, non pas se stimuler constamment le sens de la vue, mais entrer dans d'autres types de stimuli. L'odorat est un sens qui est très biaisé par toutes les odeurs chimiques qui sont censées couper notre connexion aux véritables odeurs. L'odeur humaine de l'autre nous dit si cet autre nous convient ou pas, si nous pouvons nous accorder, si toute notre biochimie est compatible, pas uniquement au niveau sexuel et amoureux, mais au niveau plus général des énergies. Et d'autres sens comme le toucher, et le toucher n'est pas uniquement un sens que l'on explore dans la sexualité, mais dans tout. Quand on s'habille, on touche ses vêtements, les vêtements nous frottent la peau constamment, quand on travaille de ses mains, on exacerbe le sens du toucher, donc ce sont des sens qui tous dans notre monde ont été soumis à la loi du mental. Ils doivent être validés par le mental parce qu'ils sont soumis au sens de la vue. On ne peut pas faire de la cuisine sans regarder, sans lire la recette, sans regarder les proportions. Voilà, quand je dis on ne peut pas, c'est dans notre monde, c'est une idée reçue, alors que bien évidemment on peut très bien. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des aveugles qui arrivent à le faire, et bien avant qu'il y ait des balances électroniques parlantes et tout l'appareillage de technologie d'assistance pour les aveugles. Il y a des gens qui ont réussi même à... Il y a des femmes qui tricotaient, des aveugles qui tricotaient même les couleurs. J'avais lu ça, je vous en avais parlé dans un livre extraordinaire qui s'appelle « Les couleurs visibles et non visibles » aux éditions du Rocher. J'ai oublié l'auteur, mais c'est une femme. J'avais réussi à me le procurer d'occasion assez difficilement. Et là-dedans, il y avait des anecdotes avec cette femme qui passait les écheveaux de couleurs de broderie, parce qu'elle était aveugle et elle brodait, derrière sa nuque. Elle percevait les couleurs, je ne sais pas comment, mais elle est passée derrière sa nuque. Alors peut-être qu'elle avait le 3e œil dans la nuque, j'en sais rien. Ou des perceptions sensorielles qui lui disaient si c'était des couleurs chaudes ou froides, pâles ou saturées, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui perçoivent les couleurs en synesthésie, c'est-à-dire qu'elles les perçoivent par la vue. Et en même temps, ces couleurs produisent des impressions sensorielles qui sont au-delà généralement des sens communément admis, odorat, ouïe, toucher, etc. Des sens plus vibratoires, c'est-à-dire perçus à la fois dans le psychisme et dans le corps, mais les sensations subtiles du corps ne sont pas les sensations stimulantes. Par exemple, quand on prend une gifle, on a une sensation. Quand on reçoit une caresse très légère, on a une autre sensation. Et quand on est un petit peu habitué, on peut sentir l'énergie de la main de l'autre à quelques centimètres. Quand cet autre a un magnétisme, par exemple, on peut sentir de la chaleur ou un picotement. Ça, c'est aussi une sensation physique, mais pas de contact physique. Et ça pose la question de la membrane. Une membrane, c'est une différence de potentiel. Donc, est-ce qu'il faut que la main touche ma joue pour que je la sente, ou est-ce qu'elle peut être à 1 centimètre? Et ça, c'est une question de présence.
Hein. Si on est suffisamment présent et suffisamment entraîné, on sent ça. D'ailleurs, quelqu'un expliquait dans ce film What the bleep do we know about reality? Que savons-nous de la réalité? Ils expliquent que en fait, à l'aide d'un exemple du ballon de basket et des enfants qui jouent au basket, ils disent que la main ne touche jamais le ballon et que le ballon ne touche jamais le sol. Il y a une légère différence de potentiel de la matière, de ce qu'on appelle la matière, hein, et le ballon est repoussé par la matière du sol, mais à distance, une distance infime, mais une distance. La différence de potentiel se situe non pas dans le contact du ballon avec le sol, mais dans cet infime espace où le ballon ne peut pas rentrer en contact avec le sol parce que on peut pas contracter le vide complètement, quelque chose comme ça, quoi. Il y aurait un espace infime en millième de millimètre, j'en sais rien, mais qu'au niveau de l'infiniment petit, rien ne se touche physiquement. Il y a toujours cet interespace infime, mais présent. Donc les choses ne se touchent pas. Et c'est ça la membrane, cette différence de potentiel entre les choses qui définit la frontière entre le ballon et l'air, entre l'air et le sol, etc. Mais nous parlions de ce très joli courrier, le je et le je suis. Vous avez bien évidemment remarqué qu'entre Jésus et je suis, il n'y a qu'une lettre et un espace de différence. Et oui, il y a peut-être un code là-dedans, puisque tout est code. Bien sûr, ça ne marche que pour le français, mais puisque nous sommes français, ou parlons en tout cas français, eh bien, c'est notre réalité. Il y a d'autres types de codes dans d'autres langues, voilà. Ça semble être la nature de cette matrice que de fonctionner comme ça par jeu de mots, mots valises, rébus, voilà, tout ça, ce sont des codes. Et j'ai choisi aussi de vous lire ce courrier parce que d'abord, vous êtes très nombreux à m'avoir remercié pour tout le temps que j'ai passé à transmettre des choses de la façon qui était la mienne et qui vous a plu pendant ces 3 ans et demi. Vous avez été très nombreux à me dire aussi que je vous manquais, et vraiment, si je ne vous réponds pas à tous, c'est parce que je ne peux pas, mais le cœur y est absolument. Et aussi, voilà, parce que vous êtes certainement assez nombreux à vous sentir à peu près dans ce type d'état d'esprit. Surtout, j'allais dire, si vous êtes une femme, c'est plus des choses que les femmes ont verbalisées de cette manière-là. Et aussi, bien évidemment, je vous rappelle que les énergies de la fin de l'année, pour des raisons que nous pouvons extrapoler, mais qui en grande partie nous échappent, les moments de fin d'année, fêtes de fin d'année, sont très très difficiles à vivre pour les gens qui sont seuls, pour les gens qui sont en famille. Voilà, ça réveille plein de choses parce qu'il y a sous la surface des choses qui se passent à ces moments-là. Les solstices et les équinoxes sont des temps forts de, entre guillemets, des maîtres de ce monde qui ont leur grande fête. Quand je dis souterraine, c'est à double sens. Il y a des fêtes pour nous, hein, on fête le printemps, on fête on fête plus la Saint-Jean, mais on fête la fête de la musique, on fête Noël, tout ça. Ça, c'est pour nous, c'est la version acceptable, le Père Noël, hein, et non pas Saint-Nicolas et sa légende sanglante. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, bien sûr, nous échappent. Nous sommes embarqués dedans en croyant rendre un culte à la famille, à la nativité, tout ça, alors qu'en fait c'est tout à fait autre chose. Donc c'est à nous aussi de nous saisir de ces énergies qui sont là et de nous recueillir ou de nous les approprier d'une façon tout autre de ce qui est prévu pour nous, et de nous rendre absolument conscients que ces énergies sont là. Un petit message qui nous parle du réajustement de la matrice, et je vous laisse le découvrir. Salut Prune. Avec du retard, certes, je viens de regarder Trump, l'homme en or, 1 et 2. Tu mentionnes la hauteur de la tour sur Manhattan à 666 pieds et tu montres un encart, il me semble que c'est Wikipédia. J'ai cherché pour retrouver cette info. Et impossible de mettre la main dessus. Il nous donne une hauteur à 664 pieds. J'ai utilisé la Wayback Machine pour le lien Wikipédia de la tour Trump, alors ça je sais pas trop ce que c'est, mais... Et le premier cliché en 2005 mentionne aussi une hauteur de 664 pieds. Dingue! Avant de sauter sur des conclusions hâtives, j'aimerais juste savoir si ton encart vient bien de Wikipédia. Bien oui, effectivement, ça venait de Wikipédia. C'est l'encart qui est mentionné et dont elle m'envoie la photo, l'image arrêtée, c'est une capture d'écran. Au moment où je fais cette émission, c'est donc en l'été 2020, il me semble. Si c'est le cas, alors l'intelligence artificielle change tout.
et même dans le passé. Remarque, cette AI change le passé au gré du besoin, il me semble. Oui, je pense que l'intelligence artificielle existe depuis bien plus longtemps qu'on veut bien nous le dire. Sinon, comment gérer ces milliards d'informations historiques, faussement historiques, entre parenthèses, et tous ces détails, guillemets, inventés. Un super ordinateur peut-être, c'est possible. Comme tu le dis si bien, tout est bidon, c'est fatigant. Mais du coup aussi, everything is a joke, et ça rend la vie plus drôle. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est tout est une plaisanterie. Tu fais vraiment un travail remarquable et riche en références. Bye, Magali. Et voici l'encart en question. De notre ami William Gabriel. Bonjour Prune, ça fait plaisir de te lire ce matin. Tes émissions manquent beaucoup, même les éditos qui étaient faits au feeling et un pro total. Un rêve pour l'âme. J'ai essayé de trouver une nouvelle source d'information, mais franchement, personne ne t'arrive à la cheville. Ils sont tous à répéter en boucle tes infos qu'on a déjà entendues 1000 fois, du coup on se lasse et on attend. Je ne sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Je vois que les choses accélèrent à fond. Parfois, du coup, je suis à cran, et je mets tout mon cerveau et mon énergie à trouver le moyen de m'en sortir si ça pète. Et d'autres fois, c'est le calme plat, et je me dis que je dois terminer et concrétiser mes projets de vie dans ce monde, et que peut-être ce qu'on attend arrivera dans 40 ans. Du coup, voilà mon mood du moment. Un va-et-vient incessant entre mes sensations spirituelles, où je veux m'extirper d'ici, et d'autres fois mon envie de m'investir plus et de réaliser mes rêves de gosse, et tout ce que j'avais prévu avant de rentrer dans le terrier du lapin. Bref, période de danse vibratoire. Si tu as des clés pour ces phases, je suis preneur, et j'ai vu que tu préparais une nouvelle émission. C'est super cool. S'il y a des petits éditos juste pour apaiser l'esprit, je dis pas non. En tout cas, je te souhaite le meilleur et à très bientôt. En effet, à nous de concrétiser, à nous de nous souhaiter mutuellement le meilleur et de nous le souhaiter personnellement aussi, et de le mettre en route et de le mettre en œuvre. Effectivement, si nous attendons, rien ne se passera. Et dès que nous nous mettons en mouvement, les choses accélèrent. C'est la loi de ce plan dans l'expérience personnelle de chacun qui, comme je le répète souvent, n'est pas transposable. Et bien évidemment, moi aussi, ça me manque un peu, oui, ce lien à travers l'espace-temps que j'aimerais pouvoir continuer d'une façon plus juste selon ma propre conception de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et ce lien, cette reliance, plutôt le lien, c'est le truc qui sert à attacher, le lien, bon, pas de référence littéraire. J'en ai déjà parlé, ce roman autobiographique, ce récit autobiographique sado-maso, bon bref, qui s'appelle Le Lien justement. Et là, non, c'est plus une reliance. Nous nous sentons reliés ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui bien sûr peut me manquer, comme ça vous manque à vous. Et je ressens que j'ai été dans le rôle que j'ai joué sur la toile virtuelle, un lien entre un pont, plus exactement, un pont vibratoire entre des gens qui sont trop loin pour se rencontrer et sont aussi parfois trop loin dans leur choix de vie et choses comme ça, mais ont des besoins très forts de se relier aux autres dans cette recherche. Ce qui nous relie, c'est que nous cherchons. C'est pour ça que je mets très souvent ce fameux point d'interrogation et que je demande mais qu'est-ce que la réalité et que faisons-nous ici? Parce qu'au fond, ce sont les vraies questions et c'est celles-là que nous devons poser. Et cher ami William Gabriel, effectivement, si tu ne réalises pas, toi, tes rêves qui correspondent d'une façon ou d'une autre dans ce monde de la matière à ton appel de l'âme, personne ne le fera pour toi et rien ne bougera dans le monde. Tu ne verras rien bouger. Même si les choses bougent et s'accélèrent, et finalement, elles ne bougeront pas vraiment, elles ne changeront pas. Tu ne connaîtras pas la transformation. Je dis tu parce que voilà, je m'adresse à toi en cet instant, mais nous ne connaîtrons pas la transformation que nous attendons si nous nous bornons à l'attendre. N'est-ce pas? Cette phrase qu'on attribue, Gandhi, qu'importe, c'est une phrase d'initié, bien évidemment. Soyons le changement que nous voulons voir advenir. Soyons nous-mêmes le changement que nous voulons voir advenir. Parce qu'en fait, ça, c'est une clé. Alors, la suite. Quel plaisir de te retrouver Prune. Une prune souriante, lumineuse et une voix agréable.
J'avais remarqué que quelquefois le ton de ta voix me dérangeait, ton rire souvent presque un peu nasillard, et d'autres fois je n'y prêtais aucune attention. Alors nasillard étant écrit avec un Z, comme nazi. Alors je sais pas si c'est fait exprès, et c'est vrai que j'ai souvent ce ton d'ironie. Je reconnais que l'ironie est très très éloignée de l'amour, il est vrai, mais je ne suis pas une sainte, et mon père était le spécialiste de l'ironie, donc j'ai grandi dans... le sarcasme et l'ironie, ça a été quand même ma soupe quotidienne, avec aussi une bonne dose d'intelligence, mais très très peu d'empathie. Donc voilà, on se refait pas. Et puis c'est aussi une forme de défense contre trop de souffrance émotionnelle parfois. Et je me justifie pas, mais bon, c'est un fait. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Mais c'est vrai, je reconnais que parfois mon rire, surtout un rire de sorcière, c'est assez... Ben oui, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des rires terribles. Et voilà, ça arrive. On a plusieurs facettes, et pas que des bonnes, bien évidemment. Ah, aïe, je sais que tu ne vas pas aimer cette réflexion, mais ce dimanche, je n'ai entendu que douceur et volupté. Alors douceur, volupté, voilà, mais il y a un temps pour tout, cher ami. Et non, je peux tout à fait comprendre. Je ne suis pas là pour plaire à toute force. Sinon, vous voyez bien, je me coifferais, je me maquillerais, je ferais des... Comment s'appelle, les trucs pour améliorer la photo, améliorer le visuel, trafiquer mon apparence, ce que je ne fais pas. Bien sûr, j'essaye de poser ma voix pour elle passe bien au micro et tout ça, mais bon après, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, je ne veux pas avant tout vous plaire ou vous être agréable, mais plutôt vous présenter ce qui émane de moi, et ceux à qui ça ne plaît pas, bien sûr, ne sont absolument pas obligé de se forcer. Voilà. Je tiens à dire à ce propos que j'ai reçu quand même finalement très très peu de choses désagréables, ou des gens qui pètent les plombs, comme une personne que j'ai rencontrée physiquement en vrai, et qui... alors je sais pas. Je sais pas, je comprends pas toujours. Je pense que chacun a ses rythmes propres, et les démons qui nous agitent et qui nous poussent à nous entretuer aussi ont leur propre rythme. Mais je dois dire que c'est quand même extrêmement rare, et je pense que nous nous protégeons mutuellement aussi de ces choses. C'est pas rien de s'envoyer de l'amour. Alors tout va bien, j'ai l'impression, et cela me comble. Et oui, tout va vraiment bien. Je vous donne pas trop de détails. Je mets pas ma vie sur Facebook et tout ça. C'est pas pour la raconter à l'écran, mais oui, tout va bien. Merci beaucoup. Peut-être un jour pourrais-tu évoquer quel est ton rapport à Jésus. Personnellement, je ne crois pas en Dieu, mais je crois profondément en Jésus, cet homme charismatique qui a laissé un message plein de sens et d'intelligence. La vision d'un Dieu unique et incarné ne résonne pas chez moi, mais je l'envisage qu'avec le prisme d'une petite éducation religieuse et d'une méconnaissance de certains écrits. Tu as sûrement dû, avec l'intelligence qui te caractérise, merci au passage, chercher et voir. Peut-être un jour pourrais-tu nous en parler. Le voyage que tu as fait à Jérusalem a dû sûrement éclairer des choses. Voilà juste une piste, mais partage ce que tu veux, cela me conviendra. Je te souhaite ce qu'il te plaira. Amitié, Alexandre. Cher Alexandre, ce voyage à Jérusalem, comme tu dis, je ne l'ai pas fait vraiment de moi-même, comme les gens vont en pèlerinage à Jérusalem. Surtout, étant d'origine juive, on pourrait penser que Non, j'ai juste fait avec ma mère. C'était une façon de partir en vacances, puisque de toute façon, elle participait à ce colloque. Elle n'était pas du tout aimée, parce qu'elle était... elle se disait anticléricale, et elle étudiait la question juive, si j'ose dire, la question de la religion juive, mais pas du tout sous un angle liturgique, et non pas du tout pour prouver quoi que ce soit, ce que mes parents appelaient avoir des intérêts dans la maison. Elle démontait justement la religion avec ce vieux fond rationaliste qui a eu raison d'elle finalement d'ailleurs, mais passons. En tout cas, c'était pas du tout... mon voyage à Jérusalem n'était pas du tout motivé par des considérations spirituelles. C'est juste, j'étais encore enfant. Les premières fois, j'étais enfant, et la dernière fois, j'étais adolescent. Donc voilà, j'ai suivi le mouvement. Et c'était pour moi un dépaysement et des vacances. Et des vacances culturelles, bien sûr, mais pas du tout une recherche spirituelle, et encore moins religieuse. Ma mère croyait à l'existence historique de Jésus. Elle disait avoir trouvé les minutes du procès de Jésus dans... Est-ce que c'était dans les rouleaux de la mer morte, je ne sais plus, parce qu'elle me donnait tellement d'informations sans me donner les bases que je ne sais plus.
Donc pour elle, c'était un personnage historique, résolument, absolument, même si les évangiles ont été écrits 300 ans plus tard en grec par des gens qui n'étaient pas les contemporains de ce personnage. Pour elle, Jésus était un fils de grand prêtre, puisque c'était un lettré, selon elle, qui avait absolument tous les codes, qui cite constamment Isaïe, et encore d'autres choses qui lui faisaient dire ça. En lisant les évangiles, en fait, elle n'a pas lu les évangiles, elle ne connaissait que l'évangile de Jean. Les 3 synoptiques, Luc, Marc et Matthieu, elle ne les connaissait pas. Voilà. Et oui, elle travaillait avec le dénommé Claude Tresmontant, qui lui est un spécialiste des évangiles, enfin était, il est décédé aussi. Et nous reparlerons de ça peut-être une autre fois, mais je suis pas forcément la mieux placée pour ça. J'ai pas, moi, étudié ce qu'a étudié ma mère. Je n'ai pas lu ses livres. Non, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Et puis voilà, j'avais d'autres choses à faire à l'époque. J'avais mon propre chemin à faire. Et voilà, ses études et son cheminement mental autour de tout ça n'étaient pas du tout mon chemin de vie. Voilà. Mais moi je suis pas sûre que Jésus soit un personnage réel et historique, quoique ça n'a aucune importance puisque nous sommes dans un monde matriciel, et que comme notre cher ami Alexandre le dit si bien, Jésus, cet homme charismatique qui a laissé un message plein de sens et d'intelligence. Voilà, le message est plein de sens et d'intelligence et c'est ça qui compte. Et si nous arrivons à travers cette parole à percevoir l'homme qui a dit ça, est-ce que c'est un homme incarné, plein de sagesse, ou est-ce que c'est la sagesse faite homme, ou la voix de la sagesse qui pourrait avoir été portée par de nombreux hommes. Et quand je dis homme, c'est de sexe masculin et féminin, hein, homme avec un grand H, l'homme, l'humain. De nombreux humains auraient pu porter ce message, avec des mots très légèrement différents, ou exactement les mêmes, mais pour dire exactement ce qu'il a dit. Donc en fait, l'essentiel, nous avons vu dans le message de Magali, je crois, que en fait, le processus christique est un processus, c'est un choix humain, et le processus antéchristique est aussi un choix humain. Voilà, et c'est à nous de choisir si nous incarnons la parole de bon sens, qui est telle qu'on la trouve dans l'Évangile, j'allais dire, qu'elle soit émanée de Jésus, Fils de Dieu, ou pas, selon les croyances de chacun. Est-ce que cette parole nous parle? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que nous l'incarnons ou est-ce que nous la piétinons? Est-ce que nous épousons les valeurs proprement satanistes et lucifériennes qui sont « fais ce que tu veux » et la transgression comme connaissance de soi, ce qui est aussi la voie de certains tantras. Hein. Ce qui nous est vendu comme le tantra n'est qu'une voie détournée pour nous amener à adorer le luciférianisme et le roi de ce monde, le prince de ce monde. Donc que je crois en Jésus comme personnage historique ou pas est une chose, que j'y crois comme fils de Dieu en est une autre. Est-ce que je crois en Jésus comme fils de Dieu incarné historiquement dans ce monde? Je peux pas vous répondre là tout de suite, ce serait un peu... Il faudrait que je développe davantage, mais je pourrais dire très simplement, quoi que ça veuille dire, oui, je crois en Jésus-Christ, mon Sauveur.